Merci à tous les trois d'être présents. Vous êtes parfois venus de très loin, du Canada, de Vienne. Monsieur Schneider, bon, c'est beaucoup plus modeste. Vous venez Fontenay-aux-Roses. Pardon, dans le micro. De Fontenay-aux-Roses, ça fait pas de très loin. De Fontenay-aux-Roses, c'est plus facile. C'est plus facile. Alors, on va commencer avec vous, Monsieur Schneider, de Tchernobyl à Fukushima. Quels enseignements on peut tirer de ces situations post-accidentelles? Comment est-ce qu'on gère le post-accident? Est-ce qu'on peut tirer les mêmes enseignements de Tchernobyl et de Fukushima? Merci, donc bonjour à tous. Je vais vous évoquer des travaux qu'on a menés depuis le début des années 90, tout d'abord à Tchernobyl, et puis malheureusement, comme l'accident de Fukushima est intervenu en 2011, on a également été amené à travailler avec les collègues japonais. Donc tout d'abord dans le cadre de projets européens au niveau de Tchernobyl, et puis ensuite avec la Commission internationale de protection radiologique, la CIPR, on a été amené à engager un dialogue avec les gens qui vivaient dans les territoires contaminés. Donc en termes de culture, merci. En termes de culture de risque, on s'est plutôt interrogé sur quelle pouvait être la culture de radioprotection plutôt que la question du risque. Et je vais vous expliquer un petit peu quelques éléments là-dessus. Tout d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que cette question de la culture du risque et culture de radioprotection, on y a été confronté très rapidement, puisque quand on a commencé à discuter avec les populations qui vivaient dans les territoires contaminés, tant par l'accident de Tchernobyl que par l'accident de Fukushima, parler de radioprotection, parler de Sievert, de Becquerel, ça ne fait aucun sens. Et il a bien fallu s'interroger sur la façon dont on développait une culture qui permettait aux gens de s'approprier la situation, de se repérer et d'avoir un moyen de prendre des décisions par eux-mêmes. Donc très rapidement, je vais vous montrer quelques petites photos de façon concrète comment ça s'est mis en place. Et bien, une fois quand on commence à discuter, à ouvrir le dialogue avec des gens qui vivent dans des territoires contaminés, la question n'est pas de les forcer à vivre dans ces territoires, la question n'est pas de leur faire accepter la vie dans ces territoires, mais plutôt de leur apporter des éléments qui leur permettent d'objectiver la situation et d'avoir des repères. Donc là, vous voyez sur cette diapositive le projet ETHOS et le programme CORE qui ont été menés en Biélorussie de 1996 jusqu'à 2010. Vous voyez des gens de village qui s'interrogent sur comment finalement la contamination se passe pour la production de lait dans le village, quelle est la contamination qu'ils peuvent avoir dans les légumes qu'ils cultivent dans leur potager, ou encore quelle est la contamination qu'ils ont dans leur maison. Et donc progressivement, avec ce développement de la culture de radioprotection, on n'a pas cherché à faire en sorte que ces personnes soient des experts de la radioprotection, mais plutôt qu'elles puissent avoir des repères, mesurer ce qui se passait dans leur environnement quotidien et pouvoir en débattre et en discuter avec des experts et avec les gens de leur propre village, et y compris avec les autorités locales, de façon à identifier quelles étaient les mesures de protection les plus appropriées par rapport à leur vie quotidienne. De façon assez surprenante, on aurait pu penser que 25 ans après l'accident de Tchernobyl, quand l'accident de Fukushima a eu lieu, on était dans un contexte très différent du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue technologique, et pourtant
finalement, les questions que se sont posées les personnes qui étaient confrontées à cette radioactivité, eh bien, les questions étaient très similaires. Et vous voyez, donc là, dans le cadre des dialogues qu'on a pu avoir avec les gens à Fukushima, eh bien, les gens se sont interrogés sur la contamination qui était présente dans la nourriture, la contamination qu'il y avait autour de leur habitation, la contamination qu'il pouvait y avoir dans les bois, et progressivement, avec l'aide d'experts, ils ont pu se construire leur propre repère et puis prendre les décisions et discuter avec les autorités pour orienter les actions qui devaient être mises en place. Alors, très rapidement, on a été amené à formaliser un petit peu cette approche en parlant de processus de co-expertise. On évoquait tout à l'heure la façon dont on pouvait enseigner ou favoriser le dialogue entre les personnes. La question de la co-expertise, c'est un vrai sujet pour les experts et c'est pas une posture facile à avoir, puisqu'on a tendance à arriver avec notre connaissance, notre savoir, les calculs que l'on peut faire dans notre bureau, et quand on va discuter, dialoguer avec les personnes qui vivent dans ces territoires, la question n'est pas de sortir des rapports d'expertise. La question, c'est de savoir quelles sont les préoccupations de ces personnes, donc comment on met en place des lieux de dialogue pour pouvoir discuter avec ces personnes, pour pouvoir recueillir leurs attentes, pour pouvoir recueillir aussi, discuter avec ces personnes quels sont les savoir-faire locaux, quelles sont les pratiques locales, et ensuite, à partir de là, il est important de pouvoir engager des mesures pour caractériser la situation. Alors, ces mesures peuvent être de différentes natures, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est important de pouvoir accompagner et faire en sorte que les gens ne reçoivent pas une situation qui descend des autorités, mais qu'elles puissent par elles-mêmes faire des mesures, partager ces mesures, voir comment ça s'organise par rapport au temps qu'elles passent à différents endroits, et ensuite pouvoir identifier quelles sont les actions à mettre en œuvre, quels sont les projets locaux. Donc, en quelques mots, ça combine à la fois ce qu'on appelle une communication à double sens, une participation et une implication des citoyens sur cette culture de radioprotection. Il ne s'agit pas d'avoir quelque chose qui soit livresque, mais bien quelque chose qui fasse du sens pour ces personnes dans leur vie quotidienne. Ça doit mobiliser une expertise scientifique et technique, puisqu'il ne s'agit pas d'engager des gens dans des évaluations qui ne seraient pas correctes. Donc il faut bien s'interroger sur ces aspects-là. Et puis il y a toute une question sur la construction de la confiance, et je terminerai par évoquer quelques éléments sur cette construction de la confiance et une position éthique, puisque c'est important que les experts, dans ce cadre, vous voyez bien qu'on intervient sur des territoires contaminés, donc il ne s'agit pas d'expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire, mais plutôt apporter des éléments pour les aider à avoir une autonomie de décision et une autonomie et revitaliser leur quotidien de façon à ce qu'ils puissent identifier des conditions de vie décentes en fonction de différents paramètres, la radioprotection n'étant qu'un des éléments parmi de multiples autres. Qu'on l'a vu à Tchernobyl, la question économique est revenue en puissance très rapidement après l'accident. Dans le cadre de Fukushima, ce sont d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais on voit bien qu'il est important de bien se positionner et de permettre aux gens d'avoir leur autonomie, et la culture doit justement permettre de contribuer à rendre l'autonomie aux personnes qui sont affectées, qui vivent dans des territoires contaminés.
Voilà. La circulation de l'information qui passe aujourd'hui beaucoup par les réseaux sociaux, est-ce qu'elle peut modifier la culture du risque ou ce que vous appelez la culture de la radioprotection? Alors, effectivement, une des différences fondamentales entre Tchernobyl et Fukushima, c'est l'émergence des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, dans un premier temps, ils interrogent un petit peu dans le sens où on peut se demander si les informations qui circulent sont suffisamment fiables, mais je dirais que maintenant la dynamique des réseaux sociaux fait que si l'information n'est pas suffisamment fiable, eh bien on va s'en apercevoir assez rapidement. C'est le principe de Wikipédia, par exemple, voilà, avec des corrections de chacun. Voilà, et du coup, il peut y avoir quelques épisodes où quelques informations circulent et qu'elles ne sont pas suffisamment robustes, mais très rapidement, et là, comme on est sur des questions de gestion post-accidentelle, c'est pas une question de jours, c'est une question de mois, une question d'années, et donc très rapidement, les réseaux sociaux, en termes de fiabilité, peuvent faire circuler de l'information importante. L'autre point, c'est qu'effectivement, quand on parlait de questions de dialogue, les réseaux sociaux permettent de dialoguer. Auparavant, on avait un dialogue dans les premières diapos que je vous ai montrées. C'était un dialogue autour d'une table dans un village. Maintenant, le dialogue peut se faire. Assez descendant. Peut se faire même au niveau mondial. Je veux dire, là, on travaille avec des gens à Fukushima et il y a des témoignages de Canadiens qui interviennent pour expliquer ou des gens qui ont vécu Tchernobyl, que ce soit en Norvège ou en Biélorussie, qui partagent aussi leur expérience, ce qui n'était pas possible auparavant. Alors, on va regarder tout de suite ce que notre facilitateur graphique a retenu de vos propos. Voilà, vous le voyez en direct, Frédéric Dubaïel qui n'a pas tout à fait terminé. Donc on voit marqué en grand et en bleu les mots de Tchernobyl, Fukushima, une bonne culture du risque. Qu'est-ce que c'est l'évaluation de l'accident? Calcul, expérience. Vous pourrez bien évidemment aller le voir à l'issue de cet après-midi et Frédéric va continuer après chaque intervention. On en passe, si vous voulez bien, à notre deuxième expérimentation venue de l'étranger avec vous, Lisa Berthelot. Vous êtes consultante sur la communication des risques au service des urgences de l'OMS. Vous êtes basée à Vienne. Vous nous venez de Vienne, d'ailleurs. Et donc, vous avez mis en place 10 modules à l'OMS pour communiquer les risques dans les urgences sanitaires. Merci Christophe. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation à l'ANCLI, à l'ASN. Ayant passé 13 ans à l'AIEA, c'était moi qui parlais à l'international du système des CLI aux autres pays. Donc je suis très très contente d'être ici aujourd'hui. Je représente l'OMS et je vais vous parler effectivement de ces 10 modules que nous avons développés pour préparer et répondre aux urgences sanitaires. Donc une urgence radiologique ou nucléaire serait une urgence sanitaire si on change les mots. Que ce soit au niveau de la santé physique ou effectivement de la santé mentale. On va citer au départ Dr Tedros, le directeur général de l'OMS, qui disait qu'il en appelait à tous les États membres de l'OMS d'intensifier et de cibler la communication sur les risques, renforcer l'engagement communautaire, l'autonomisation et le soutien, répondre aux préoccupations de la communauté, lutter contre la désinformation et instaurer la confiance. Voilà, on commence avec ça parce que je pense que Dr Tedros met en fait au premier plan que les gouvernements prêtent très très attention à ce sujet, à cette thématique, ce sujet de la communication dans les risques. Donc nous avons un acronyme, c'est l'ONU, donc voilà, on a beaucoup d'acronymes, RCCEIM, c'est un acronyme que vous pouvez googler, vous verrez que l'UNICEF, l'OMS, il y a certaines organisations qui l'utilisent. Donc je me permets de traduire un petit peu ici, ce qui est peut-être nouveau pour vous. La communication sur les risques, ça on en a déjà parlé. Communiquer les risques et les mesures de protection au public cible en fonction de leur perception et de leurs idées. Donc ça c'est le RC. Ensuite le CE, l'engagement communautaire, c'est d'impliquer les communautés affectées et les acteurs communautaires à co-concevoir et co-réaliser des interventions. Ça, je pense que c'est très très important. Je voudrais le souligner, c'est cette coopération, cette
co-conception et co-réalisation des interventions. Et le IM, la gestion de l'infodémie, qui est en fait comme une maladie, utiliser l'écoute sociale pour détecter et traiter les faux récits, les fake news, les fausses informations, les rumeurs, que la surabondance et les vides d'informations. Donc en fait, on dit que ce sujet, cette thématique, permet et donne aux individus et aux communautés les moyens de prendre des décisions éclairées pour protéger leur santé en cas d'urgence. Et voilà, on parle d'un pont, d'un lien entre les services qui sont offerts, les services qui sont proposés, les interventions, la prestation, l'accès à ces services, mais en fin de compte, c'est l'adoption des mesures qui compte. On peut dire que ce n'est pas les vaccins qui sont importants, c'est la vaccination. Ce n'est pas les comprimés d'iode qui sont importants, c'est est-ce que les gens vont les prendre quand il faut les prendre ou ne pas les prendre quand il ne faut pas les prendre. Est-ce qu'ils vont rester chez eux quand il faut rester chez eux. Donc en fait, c'est ce lien-là dont on parle. On parle d'une intervention de santé publique quand on parle de communication sur les risques, aussi cruciale pour la réponse d'urgence réussie que les mesures biomédicales. Pour citer un exemple récent en Ukraine, nous avons un bureau en Ukraine qui travaille exclusivement là-dessus et qui a produit des documentations de communication sur les risques autour des centrales ukrainiennes. Des conseils de santé publique en matière de radioprotection ont été élaborés et diffusés, notamment sur le bon usage des comprimés d'iode. Alors les résultats de l'écoute sociale étaient très intéressants parce qu'on a vu que l'utilisation inappropriée des comprimés d'iode était en fait une réalité. Donc ça nous permet, grâce à l'écoute sociale en ligne et aussi dans les communautés, autour des tables, chez les gens, dans les groupes de discussion, de pouvoir réagir et de corriger en fait ces actions. Et donc on a une grande collaboration avec le ministère de la Santé sur ces sujets-là. Donc une nouvelle offre de l'OMS qui pourrait, je pense, vous être utile. C'est pour ça que je suis là pour vous en parler. La semaine prochaine, je serai à Copenhague. On va lancer ces nouveaux outils. Donc, on offre une école sur RCCEIM, donc la communication des risques, l'engagement communautaire et la gestion de l'infodémie. Ce sont des formations, soit une école complète, soit modulaire. Je vais vous en parler brièvement aussi. Nous avons aussi un nouvel outil qui est un créateur de plans sur ces sujets-là, donc qui vous permet de développer un plan de réponse aux crises pour la communication, et un outil de cartographie des capacités, donc pour déterminer au niveau personnel de votre organisation, au niveau national, où en sommes-nous, où est-ce qu'on est fort, où est-ce qu'il faut qu'on renforce nos capacités. Donc 10 modules qui sont qui revoient tous les sujets clés de la communication des risques, en commençant par une analyse situationnelle. Et donc vous voyez un parcours. On fixe des buts, on coordonne avec les partenaires et les parties prenantes, on écoute et on segmente les audiences, on crée et on teste des messages. On détermine les meilleurs canaux de communication, on implique et on responsabilise les communautés, on gère les infodémies et on met en place bien sûr les ressources humaines et budgétaires nécessaires et on mesure et on évalue notre réponse. Donc voilà, ça fait depuis l'année dernière qu'on forme à travers l'Europe plus de 1000 responsables gouvernementaux et des partenaires sur ces sujets-là. Une fois de plus, on peut suivre le parcours complet ou alors on peut se dire, voilà, la gestion de l'infodémie qui est un sujet, je pense, très particulier et très actuel. L'infodémie, pour nous expliquer un petit peu, c'est trop d'infos tue l'info, c'est ça ? C'est les fausses informations, surtout, c'est les fausses, mais ça peut être... les fake news. C'est les fake news, mais c'est aussi les rumeurs, une information qui est fausse. Ça peut être à niveau assez local, en fait. C'est pas obligé d'être sur Facebook et que ça touche des millions de personnes. Donc voilà, oui, à petite à grande échelle. Donc nous avons nos formations dont j'ai un petit peu parlé. Nous avons aussi cette plateforme. Cette plateforme est très, très utile. Bien sûr, tout ce que vous propose l'OMS, c'est gratuit. Vous avez juste à demander. Beaucoup de ces choses-là seront disponibles en ligne. Et voilà, donc
pour moi, ce genre d'outils, bien sûr, vous avez déjà énormément en place en France. Vous avez déjà énormément, vous êtes très très bon et vous êtes en train de former les autres pays. Voilà. Mais pour les nouvelles recrues dans vos équipes, pour renforcer des capacités dans un sujet particulier, ça peut toujours peut-être vous servir et être intéressant. Donc voilà, je vous parlais du cadre de compétences pour faire une cartographie en fait des compétences dans vos équipes au niveau national. C'est en fait un questionnaire où on se note en fonction de où on trouve qu'on est bon, ou peut-être il y a où on peut approfondir les capacités. Et ensuite, on se retrouve avec des résultats qui peuvent nous informer sur, peut-être qu'on peut demander à l'OMS de nous former sur justement la gestion de l'infodémie, le storytelling ou d'autres sujets qui pourraient être utiles pour ce renforcement de capacité. Donc en conclusion, ce sujet, cette thématique génère une confiance qui favorise l'acceptation, l'adhésion, si on change de terminologie aujourd'hui, et l'adoption des mesures de protection. Ces outils internationaux sont nouveaux et uniques à votre disposition. Et voilà, on vous invite à participer à ces réseaux d'experts en Europe et à l'international. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci beaucoup. Alors pour nous en parler un petit peu plus concrètement, ça prend combien de temps par exemple de suivre ces 10 modules ? Alors les 10 modules, on peut le faire, ça dépend, on peut le faire en une journée, on peut le faire sur 2 jours, on peut le faire en 5 jours avec un exercice de crise assez approfondi, un CIMEX, comme on dit, un exercice de table qui va prendre un scénario et qui va l'élaborer, etc. Donc voilà. Et comment ça vous semble transposable du sanitaire au nucléaire ? Je pense que j'ai rien dit qui est nouveau justement ou surprenant pour cette audience. Je pense que on se comprend, on parle la même langue. Donc les bases sont là. Ce sont les outils qui, je pense, sont peut-être nouveaux et qui peuvent être intéressants parce qu'ils sont approchés d'une autre façon. Eh bien, on va tout de suite aller regarder le regard de notre facilitateur graphique. Qu'en a-t-il retenu ? Les 10 modules de l'OMS, il a bien retenu le RCCE-IM. Communiquer, impliquer, gérer l'infodémie, du sanitaire au nucléaire. On se comprend. Merci beaucoup, Lisa Berthelot. On en vient donc à un exemple une expérimentation de nos cousins québécois, avec vous, Marie-Josée Lavigne. Merci d'être là. Vous êtes conseillère en sécurité civile à Terrebonne, au Québec. Alors, aux habitants de pouvoir se prendre en main, c'est un peu ce que vous leur dites, vous, au Québec. Oui. Est-ce qu'il marche, votre micro ? Non, il marche. Parfois, ils sont un peu capricieux, mais... On fait un petit essai ? Ça va. OK. Donc, oui, nous, en fait, je suis très honorée d'être ici aujourd'hui, donc merci on va prendre le micro rouge, il a l'air d'être beaucoup mieux. Merci. Est-ce que... Oui. Voilà, on vous entend bien. Oui, je suis très honorée d'être ici aujourd'hui. Merci. Effectivement, nous, au Québec, on a un axe de communication qui est peut-être un peu différent d'ici. Je pourrais nous lancer. Nous, ma présentation est face aux risques naturels. La responsabilité est partagée. Au Québec, chaque citoyen est responsable de sa propre sécurité. Donc, il doit être autonome pour une période d'environ 72 heures, soit d'avoir de l'eau, de la nourriture, tous des produits qui peuvent être importants pour lui pour subsister, être autonome pendant 72 heures et aussi avoir un état de préparation. Donc, connaître les risques dans son environnement et de connaître le comportement à adopter pour s'il arrive un sinistre. Alors, pourquoi ce délai de 72 heures, d'ailleurs? En fait, c'est pour la mobilisation des... c'est pour la mobilisation des ressources de la ville là, pour ouvrir les centres, se préparer, puis s'assurer qu'on puisse prendre en charge. En fait, on va prendre les personnes les plus vulnérables en partant, donc les personnes qui sont moins vulnérables doivent être autonomes parce qu'il peut y avoir un délai pour qu'on puisse les prendre en charge. Donc, l'origine de mon projet date d'une tornade qui a eu lieu dans la ville voisine de la ville de Terrebonne, le 21 juin 2021. On a vu sur les réseaux sociaux que les jeunes filmaient au travers de la fenêtre de la classe la tornade qui se dirigeait vers leur école. En voyant ça, je me suis dit qu'il était
c'était peut-être un état de préparation, en fait, connaissance du comportement adopté qui était un peu erroné dans leur façon de procéder. On a fait par la suite des groupes de discussion auprès des jeunes de 12 à 15 ans pour savoir c'était quoi leur connaissance du risque, c'était quoi leur perception du risque, s'ils connaissaient la sécurité civile, s'ils connaissaient les risques avoisinants dans leur environnement. Suite à ça, suite aux résultats, on les a apportés à notre comité municipal mixte de résilience collective, qui est un comité entre 15 et 20 personnes qui inclut des citoyens, des élus, des employés municipaux, des employés des villes avoisinantes, des gens du ministère de l'Éducation, pas de l'Éducation, de la Sécurité publique et de la Santé. Donc, ces personnes-là, on a fait un brainstorm pour trouver comment qu'on pourrait contacter les jeunes pour faire entrer la sécurité civile dans les écoles, dans leur cursus scolaire. Dans notre comité, on a une enseignante qui nous disait que la façon de procéder était de contacter directement les enseignants pour rentrer par eux autres, parce que c'est eux autres qui vont partager l'information. Donc, il faut que eux autres adhèrent au projet. Donc, on a fait le lancement de ce projet-là au Collège Saint-Sacrement à Terrebonne. La journée qu'on a passée, c'était un atelier d'une demi-journée. La veille au soir, il y avait le coordonnateur municipal de sécurité civile qui a rencontré les 315 élèves de secondaire 2 pour leur expliquer c'était quoi la sécurité civile et c'était quoi l'atelier qui était pour avoir lieu le lendemain. Donc, on avait différents intervenants. On avait beaucoup de municipal, mais on avait aussi du provincial, du privé et de l'intermunicipal. La façon qu'on procédait pour ces ateliers-là, c'était les gens parlaient de leur carrière. Donc, c'était un peu orientation de carrière pour les jeunes, savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire plus tard. Qu'est-ce qu'on s'attendait des jeunes s'il arrive quelque chose comme sinistre pour aider les experts à continuer leur travail. Donc, leur rôle en tant que citoyen. Qu'est-ce que les experts vérifient en amont d'un risque? Donc, on parlait un peu de tout ça. C'était des ateliers de 45 minutes. Les élèves avaient 3 ateliers à faire dans la matinée. Puis, par la suite, ils devaient faire une présentation soit visuelle ou soit un vidéo. Donc, on voit ici, là, à votre gauche, le gagnant du visuel. Puis, je peux-tu cliquer pour faire écouter les vidéos? Vous voulez jouer à la vidéo? J'aurais fait jouer les 2 vidéos gagnantes. Les pompiers à Terrebonne sont des héros locaux qui risquent leur vie chaque jour pour protéger les citoyens contre les dangers naturels et les risques potentiels. Dans notre ville, nous sommes exposés à une variété de risques tels que les glissements de terrain, les inondations et les tremblements de terre. Face à ces dangers, il est essentiel de se préparer à l'avance pour minimiser les risques et protéger sa famille. L'une des meilleures façons de se préparer est d'avoir une trousse 72 heures. Cette trousse contient des fournitures de base pour vous et votre famille pendant les premiers jours suivant une urgence. Elle doit inclure au moins 6 litres d'eau potable, de la nourriture non périssable, une radio à pile, une lampe de poche, des piles de rechange, des allumettes ou un briquet, plusieurs bougies, des couvertures et vêtements ainsi qu'une trousse de premiers soins. C'est une bonne habitude d'avoir une trousse 72 heures chez soi pour être prêt en cas d'urgence. La ville de Terrebonne peut aider en fournissant des centres d'aide en cas d'urgence prolongée ou lorsque plusieurs maisons sont inhabitables. Cependant, il est important de se préparer à l'avance et d'avoir une trousse 72 heures pour les premiers jours d'un sinistre. On l'a pas en fait. Ça, c'est les élèves des classes qui l'ont qui ont gagné. On l'a diffusé à l'interne, puis avec les comités. Mais voilà, vous l'avez fait réaliser par les jeunes pour les impliquer dans ce projet. Effectivement, oui, c'était pour qu'ils puissent tenir, pour qu'ils gardent le focus pendant la journée des ateliers, puis qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient retenir suite à ça. On pourrait faire jouer la 2e vidéo. Alors, la 2e vidéo. 5 choses que vous ne saviez pas sur les pompiers. Numéro 1. Les pompiers ne font pas seulement qu'éteindre les feux. Ils agissent aussi lorsqu'une personne est prise dans un ascenseur, lors d'une fuite de gaz et lorsqu'un arbre tombe sur des fils électriques. Numéro
Numéro 2. Les pompiers viennent dans ta maison pour vérifier que ton détecteur de fumée fonctionne correctement. Numéro 3. À Terrebonne, il y a plus de 120 pompiers répartis sur 5 casernes. Wow, ça fait beaucoup de pompiers. Leur plus gros objectif est de sauver des vies, protéger l'environnement et sauver ta maison. Numéro 5. Les pompiers ont beaucoup de choses à faire. Il est donc important de les aider en t'éloignant le plus possible du danger. Cette courte vidéo a été créée par Maxence Goulet, Vincent Perrault, Damien Laferrière ainsi que Chuck Riral. Et ça, c'est une vidéo que vous avez fait circuler sur TikTok. C'est ça, pour toucher les jeunes. On va la faire éventuellement, oui. Pas encore. Ah bon? Je prends de l'avance, alors. Oui, en fait, ça va être plus sur Facebook, probablement qu'on va la faire déplacer. Oui. Donc, en conclusion, nous, on considère que c'est un projet qui est très développé, qu'on a possibilité de développer davantage. Les élèves sont intéressés à participer et les enseignants le sont aussi. Suite à la présentation aux ateliers qu'on a fait, on a passé un questionnaire auprès des élèves. Et plus de 75% d'entre eux mentionnent avoir appris des choses dans leur atelier. 65% sont satisfaits d'avoir participé au projet, puis 90% prévoyaient mettre en application des conseils qui ont été émis. Donc, ça l'aide beaucoup à leur état de préparation et auprès des experts par la suite. Donc, les établissements scolaires sont très réceptifs, puis le but de ça, en fait, c'était aussi de montrer aux élèves que peu importe le métier qu'ils vont faire plus tard, ils vont toujours faire de la sécurité civile. Donc, c'était un peu une idée générale là, de l'objectif. Alors là, vous nous avez montré tout ce que vous avez mis en place pour les enfants, mais ce n'est pas la seule tranche de population à laquelle vous êtes attaqué. Non, effectivement, nous, notre projet est développé sur plusieurs années. Cette année, c'était les adolescents. La première année, on avait fait les familles. La deuxième année, c'était les commerçants. Donc, comment gérer les citoyens qui sont dans leur commerce advenant un sinistre. En 2025, on est supposé de faire les personnes âgées et la clientèle vulnérable. En fait, les immigrants qui viennent, qui ne sont pas nécessairement au courant de comment ça procède au Québec. Donc, c'est notre clientèle qu'on veut viser. Fait qu'à chaque année, on essaie de viser une nouvelle clientèle et continuer avec les clientèles qu'on avait déjà. Alors ça, c'est le rapport que vous avez rédigé, la sécurité civile de Terrebonne sur l'école, c'est ça? Oui, effectivement. Suite à ce projet-là, on a fait un rapport là, pour expliquer c'était quoi le but de ce projet-là. Qu'est-ce qu'on voulait inscrire dans le cursus scolaire pour les écoles. Donc, s'il y en a d'autres qui veulent s'en inspirer éventuellement, bien, ils pourraient utiliser le rapport pour l'instaurer dans leur école. Donc ça, c'était un rapport qui tient en 16 pages, hein, c'est ça, je crois? Bon, ouais. Et que vous pouvez retrouver sur le site de la conférence des CLI. On va tout de suite regarder ce qu'a retenu Frédéric Dubailleul, notre facilitateur graphique de votre intervention. Responsabilité partagée face aux risques naturels. Risques et, je vois mal, et comportements des jeunes. Comment se préparer par rapport aux tornades. Il y a une tête qui est sortie là tout d'un coup. Il est allé rencontrer Frédéric, voilà. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous nous montriez. Alors, vous pouvez nous poser, bien évidemment, toutes vos questions sur le numéro SMS que vous voyez là-haut. Et puis, s'il y a des questions en salle, on les prendra, bien évidemment. Juste avant, j'aimerais que vous nous livriez votre regard croisé chacun sur les expérimentations ou la vision des uns et des autres. Qui veut commencer de vous trois? Monsieur Schneider. Oui, pour rebondir là sur l'expérience qui vient d'être portée sur comment aborder la question du risque avec les enfants, je pense effectivement c'est quelque chose qui est important, qui
qui pose la question de quels sont les outils que l'on a à disposition, quelle est la démarche que l'on peut avoir pour ne pas mettre les enfants en porte-à-faux, et on voit bien que là vous avez une construction partagée avec ces enfants, et c'est des choses qu'on a également mis en place, d'une part soit en Biélorussie, soit à Fukushima, et avec une interaction avec les lycéens français, de façon à pouvoir partager la question de la radioprotection et d'aborder ça de façon suffisamment concrète, sans se mettre à la place des autres. Et donc ça, je pense que le point... on est en résonance voilà, avec ce que Monsieur Le Marchand nous disait tout à l'heure sur la transmission aux générations futures. Voilà, et effectivement, c'est important de trouver des démarches dans lesquelles les enfants sont participants et en même temps sont respectés. On ne leur fait pas porter des responsabilités qu'ils n'ont pas apportées. Lisa Berthelot. Oui, donc pour ma part, je pense que cette segmentation du public en fait est extrêmement importante. Quand on parle du grand public, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut en amont les comprendre. Il faut développer des messages, tester des messages, voir ce qui colle, ce qui marche, et être en écoute, parce qu'en cas d'urgence nucléaire, effectivement, voilà, ce sera des messages de survie en fait très très basiques et clairs, mais en préparation, il faut faire énormément de travail. Et, par exemple, nous, on travaille avec les facultés de médecine. On va former les médecins justement à être plus à l'écoute, à pouvoir mieux communiquer les risques sur la santé, etc. On travaille énormément avec les jeunes, avec les communautés, avec les religieux, la société civile. En fait, il faut comprendre les intérêts, les perceptions de tous pour pouvoir mieux communiquer. Oui, ce que vous nous dites aussi, c'est que si on veut toucher le grand public, il faut cibler. Il ne faut pas vouloir prendre ce grand public comme un tout. Okay. Oui, en fait, effectivement, la communication du risque, c'est la base là, pour sensibiliser le plus la population. Puis, peu importe l'aléa, je crois qu'il faut procéder sensiblement de la même façon pour être sûr que les jeunes ou les adultes ou peu importe la clientèle qu'on vise soient contactée de la façon qu'elle doit être contactée selon les plateformes. Alors, on a une question, je pense que vous allez pouvoir répondre, Monsieur Schneider. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en termes de culture du risque, on est trop focalisé sur la technique et pas assez sur l'homme au travail, sur les facteurs organisationnels et humains ? Alors, sur la partie exposition professionnelle, effectivement, c'est quelque chose qui est à prendre en considération. Dans les deux situations que j'ai évoquées, on était principalement sur les habitants, mais la question se pose de façon similaire. C'est pour ça que la question de la culture de radioprotection n'est pas une fin en soi, mais la question, c'est plutôt quelle est la qualité de vie, quelles sont les conditions de vie de ces personnes, et dans ce cadre-là, on doit embarquer les différentes facettes de la vie quotidienne, et donc effectivement pour les expositions professionnelles, enfin sur les situations de travail, la question sera similaire, c'est comment on crée des conditions de vie et de travail décentes, en prenant en compte la radioprotection, mais la radioprotection n'étant qu'un des éléments parmi l'ensemble des autres. Ce qui n'est pas forcément facile pour les experts, puisque les experts interviennent avec leur spécialité. Et donc c'est bien dans le déploiement d'équipes pluridisciplinaires, d'un regard croisé, et la question qui était évoquée par l'OMS sur la santé publique permet justement d'ouvrir ces perspectives et de ne pas se dire ce qui compte c'est le niveau, savoir est-ce que on est bien dans telle tranche de radioactivité ou quelle est exactement l'exposition. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc c'est à intervenir. Il faut le prendre en considération, mais effectivement, l'objectif, c'est bien de travailler sur la vie quotidienne des gens, sur la qualité de vie et sur les conditions de vie et de travail dans des situations de contamination.
Alors on a 2 réactions par SMS. Une première concernant cette démarche canadienne intéressante qui pourrait servir de modèle et être utilisée pour expliquer la radioactivité en vue des nouvelles petites centrales, des ASMR dont on a parlé ce matin, et ça à destination des réunions locales. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut s'exprimer à ce sujet. La transposition pour les SMR. La transposition pour les SMR, pour l'instant, ce qu'on a vu, ces SMR, ils ne sont pas territorialisés. Donc à partir du moment où une installation serait susceptible d'intervenir dans une zone donnée, je pense qu'effectivement, il faut s'interroger sur l'accompagnement. Tout en se disant cet accompagnement, il doit porter sur quoi? Est-ce qu'il doit porter sur expliquer le risque ou sur expliquer quel est le projet de territoire avec le risque et que les gens puissent évaluer si c'est suffisamment robuste, si ça répond à leurs attentes, si c'est suffisamment sécurisé. Donc je pense qu'il y a des éléments à réfléchir, mais après je pense justement, enfin on l'a évoqué ce matin, les commissions locales pourraient jouer un rôle significatif dans ce cadre-là. Alors l'autre réaction qui émane de vos SMS, en France, la sécurité civile, c'est l'affaire des pouvoirs publics. Au Canada, la sécurité civile, c'est l'affaire de chaque citoyen pendant les 72 premières heures. Ce qui est un distinguo effectivement intéressant. Alors, vous êtes mal placé effectivement pour pouvoir parler de chez vous, Monsieur Schneider. Une petite réaction. En avez-vous une? Oui. On va prendre les questions de la salle. L'histoire des 72 heures, on l'a évoqué malheureusement sur la question des conflits armés et des risques de détonation. C'est des sujets qui ont été abordés récemment. Qu'est-ce que l'on doit pouvoir faire si on est confiné pendant 72 heures donc ça, face à un risque donné, il y a effectivement des recommandations qui relèvent des individus, quel que soit le pays, ce sont des recommandations qui existent, donc c'est fortement développé et vous avez des actions de communication sur le sujet pour que ça soit la réalité dans votre territoire. Après, mettre ça en parallèle avec la question des SMR, à ce stade, Ah non, on n'était plus là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, il y a des questions du côté gauche. Est-ce qu'on peut venir donner des micros, s'il vous plaît? Les voilà. Nicole Comaudet, CLID Saint-Laurent des Eaux. Moi, c'est pas une question, je voulais mettre en parallèle deux situations. L'une en France, hier soir, à la CLID Saint-Laurent des Eaux, on a eu le compte-rendu de l'exercice de crise qui s'est déroulé au mois de mai. Et je résume, et il y a eu beaucoup de simulations qui ont été faites. Il s'agissait surtout de faire un exercice pour le personnel de la préfecture, mais il y a eu simulation, je dis bien simulation de l'évacuation d'écoles, simulation d'évacuation d'établissements recevant du public, et il n'y a pas eu une seule classe d'évacués. C'était juste fictif. Donc ça, c'était le premier constat que je voulais faire. Le deuxième, j'ai visité les îles éoliennes en Italie où il y a de nombreux volcans actifs et il n'y en a pas une où il n'y a pas des points qui s'appellent les points de rassemblement. Et quand j'ai demandé aux gens de quoi il s'agissait, on m'a dit on fait régulièrement des exercices d'évacuation de l'île et tout le monde est censé se mettre sur le point avant d'être évacué. Voilà, donc je pose la question, est-ce que les Français sont plus bêtes que les Italiens? Est-ce que le risque naturel est plus accepté que le risque technologique? Mais moi, ça me laisse rêveuse. Qui d'entre vous répond? En tant que représentante de l'ONU, je ne vais pas répondre à la dernière question que vous avez posée. Par contre, il existe des niveaux d'exercices différents. En fait, on a des exercices de table jusqu'à des exercices full scale, comme on dit, qui impliquent justement des hélicoptères, des bus, des vraies évacuations en simulation. Donc, pour moi, ça en revient au module 9 des 10 modules, c'est investir les fonds
fond qu'il faut pour pouvoir faire les exercices à une fréquence nécessaire pour être au mieux préparé. Donc voilà, ça en revient à une planification en fonction des risques présentes et un investissement dans les ressources humaines et budgétaires pour pouvoir être au mieux préparé, effectivement en prenant exemple sur les autres pays ou les autres communautés qui ont des expériences là-dedans. Donc voilà. Monsieur Schneider, vous vouliez compléter la réponse? Non. Est-ce qu'on, pour rebondir à votre question, est-ce qu'on peut mêler les enfants aux simulations? Est-ce que ça peut pas être traumatisant s'ils sont trop jeunes? Ça se fait? Oui, bon, je me garderai bien d'intervenir sur les exercices de crise au niveau français, puisque le CEPN n'est pas impliqué, mais en fait je viens de lire dans les revues de presse qu'il y a eu un exercice de crise qui a eu lieu très récemment, dans lesquels il y a eu une classe qui a participé, qui a été évacuée. Donc des exercices existent, pas systématiquement. Alors peut-être que quelqu'un de l'ASN veut intervenir sur ce sujet pour préciser et clarifier la façon dont les exercices se passent. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de la SN dans la salle qui pourrait réagir éventuellement? Oui. Bonjour, Jean-Marc Berthaud, autorité de sûreté nucléaire. Je suis effectivement régulièrement impliqué, non pas dans les exercices directement, mais dans les deuxièmes jours d'exercice, qui ont une dominante sécurité civile. Et effectivement, en deuxième jour d'exercice, les instructions interministérielles disent clairement qu'il faut favoriser les exercices de sécurité civile. Et les exercices de sécurité civile, ça va être quoi? Ça va être le déclenchement d'un plan particulier de mise en sécurité dans un établissement scolaire, avec une caractérisation nucléaire de l'exercice. Ça va être le déclenchement d'un plan communal de sauvegarde. Mais malheureusement, comme l'a souligné Madame, on peut regretter que ces exercices n'impliquent pas suffisamment la population. Et ce serait un facteur important d'acculturation de la population dans les périmètres PPI. Donc les exercices qui impliquent la population ou certaines tranches spécifiques de la population, ça existe, mais c'est encore trop peu fréquent en France. Je profite que j'ai le micro, j'ai levé la main tout à l'heure, je voudrais réagir aux 3 interventions que nous avons eues, et je vous remercie, elles sont tout à fait intéressantes. J'y vois 2 points communs à ces interventions. Le premier point commun, il est particulièrement transparent dans le travail que tu as fait, Thierry, dans les territoires contaminés, c'est la prolongation des actions, la répétition des actions. Tu n'es pas allé une fois en Biélorussie, tu y es allé 15 fois, 20 fois. Tu as rencontré les mêmes personnes à plusieurs reprises. Pour l'OMS, c'est la répétition de la proposition des formations. Et pour vous, Madame, à Terrebonne, c'est le fait que vous cherchez à répéter chaque année avec une cible différente, mais vous cherchez à répéter chaque année. Et finalement, l'ensemble de la population de Terrebonne va entendre parler des actions que vous faites, même si ce n'est pas sur la cible directement. Ça, c'est le premier point, c'est la répétition. Et le deuxième point qui m'intéresse au plus haut point, c'est le fait que finalement, vous intervenez après l'événement, ou bien que vous utilisez l'opportunité d'événement pour faire une action. Donc Thierry, c'est évident, tu es intervenu en situation post-accidentelle, mais vous, Madame de l'OMS et Madame de Terrebonne, vous avez profité de l'occurrence d'un événement pour lancer des actions. J'ai été très intéressé également par la présentation de Monsieur Lemarchand qui nous a conceptualisé le risque et la vulnérabilité. Mais le problème, c'est pas tellement de savoir ce qu'il faut faire après, parce que là, on a les outils pédagogiques, on a tout ce qu'il faut, hein, et on en développe toujours des nouveaux. Le problème, c'est ce qu'il faut faire avant la crise. Comment arriver à sensibiliser la population à un risque particulier, et notamment au risque nucléaire. Les CLI sont un excellent relais, mais le problème, c'est que si on considère qu'il y a 2 millions d'habitants dans les périmètres PPI autour des centrales nucléaires, et qu'on compare ce nombre d'habitants à la fréquentation des réunions publiques des CLI, c'est moins de 1%. C'est même probablement moins de 0,1%. Et le problème, c'est d'attirer la population sur des actions de sensibilisation. Le problème, il est là, et d'attirer la population à froid. Par contre, une fois que la population est sur le site, c'est gagné. Parce qu'en général, on a des retours toujours très positifs sur toutes les actions de sensibilisation. Donc ma question, elle est très directe. Comment faire
pour attirer le public, qu'il soit ciblé ou général, sur des actions de sensibilisation au risque. Alors, est-ce que vous avez des pistes à partager ? Ce que je peux évoquer, c'est l'expérience, ce qu'on a mené en Biélorussie ou à Fukushima. C'est une question qu'on s'est posée, comment faire en sorte que l'ensemble de la population puisse être impliquée. On s'apercevait que dans les réunions, on n'avait pas, on était loin de là d'avoir toute la population. On avait quelques pourcents de la population qui gravitait autour des activités. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut vraiment aussi compter sur les relais, parce qu'on ne pourra pas faire participer tout le monde. En revanche, de fil en aiguille, il y a des choses qui se passent. Par exemple, quand on travaille avec les lycéens, les parents sont informés, les autres classes sont informées, et de fil en aiguille comme ça, il y a des choses qui se diffusent, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut beaucoup insister. Peut-être que la question des réseaux sociaux, on l'a peut-être pas suffisamment travaillé jusqu'à présent, est aussi une façon de diffuser, de faire participer des personnes qui ne participeraient pas autrement. Mais là encore, c'est une question de temps, une question de diffusion, et c'est vrai que c'est important de favoriser cette diffusion, même si les gens ne participent pas directement aux activités. En fait, pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, nous, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on utilise. Aussitôt qu'il arrive un événement, malheureusement, pour l'instant, c'est souvent post-événementiel qu'on fait la publicité aux gens. Avez-vous entendu parler de ça? Donc, êtes-vous prêts si jamais ça arrive? C'est pas nécessairement ce qui arrive à Terrebonne, mais ce qui arrive au travers le Québec ou ailleurs. Est-ce que vous êtes prêts si ça arrivait chez vous? Donc, on essaie de sensibiliser les gens sur des événements qui ont eu lieu pour qu'eux autres prennent conscience s'ils sont prêts ou pas. Oui, j'allais dire à peu près la même chose. On dit souvent que dans notre milieu, notre travail n'est jamais fini. En fait, c'est sur du long terme, mais c'est pour toujours. On n'est pas sur des projets, on est sur un projet de vie en fait pour communiquer, parce que ça ne s'arrête jamais. Malheureusement, effectivement, il faut une crise ou une urgence pour que ce soit. On en parlait justement à midi, pour que ce soit dans l'attention de tous. Mais voilà, il y a par exemple dans la gestion de l'infodémie, on regarde souvent. Et comme tu dis Thierry, cette idée de relais, s'il y a une personne qui se dit tiens, ça c'est intéressant, c'est important, je vais en parler à mon voisin, tiens, j'ai lu ça d'une source d'information dans laquelle j'ai confiance, je vais faire une présentation. Mais il suffit souvent de petites choses en fait pour créer ce mouvement et faire diffuser ces informations. Donc nous on le fait dans le sens inverse. Par exemple, pour éviter les rumeurs, on dit cette personne s'est posé la question dans un groupe WhatsApp. Dis donc ce lien, j'y crois pas, je vais pas faire suivre le message à d'autres, etc., etc. Donc je pense que ça marche un peu dans les deux sens, et pour le positif et pour éviter justement la dissémination des fausses informations. Alors, gardez le micro, Lisa Verfelot. On a une autre question pour vous. Y a-t-il des techniques pour étendre l'expérience au-delà des petits groupes? Nos PPI, alors je ne connais pas cet acronyme, c'est le danger. C'est les plans particuliers d'intervention, c'est ça? Les séances de formation englobe parfois des centaines de milliers de personnes. C'est une question d'Alain Rouzy. D'accord. Merci pour la question. Oui, a priori, les outils de l'OMS vont être disponibles en ligne, hein, donc il n'y a pas de limite de participation. Vous pouvez en faire en fait ce que vous voulez, vous pouvez les traduire, vous pouvez une fois de plus choisir les modules qui vous sont les plus intéressants ou les plus importants, et en faire une plus grande formation, faire quelque chose d'assez grand à niveau communautaire. Il n'y a pas vraiment de limite, et d'ailleurs on serait très intéressé de travailler avec vous, d'entendre vos idées et de voir comment on peut vous soutenir. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que ça reste plutôt à niveau national, je dirais. On va au pays et on forme les médecins, les pharmaciens, les experts en santé publique, les ministères de la Santé, justement sur les urgences sanitaires. Donc on crée ces réseaux aussi au niveau national, et c'est
c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de créer des réseaux au niveau national, au niveau international. Donc parlez-nous, en fait, si vous voulez être connecté à quelqu'un ailleurs en Europe sur ces sujets-là, on est aussi là pour ça. Alors, on a un autre témoignage qui nous est arrivé par SMS. Je peux intervenir tout à l'heure. Promis, je vous redonne la main juste après. Un exercice de simulation d'un accident nucléaire cette nuit le 23 novembre autour de la base navale de Toulon. 30 écoles ont participé. Les sirènes PPI ont sonné sur 5 km et le système FR Alert a été mis en œuvre. C'est vous qui avez fait cette remarque-là. Et alors, allez plus loin pour... Alors, c'est-à-dire que on va prendre le micro, s'il vous plaît. Voilà, il arrive. On vous le redonne, madame, promis, juste après, je vous ai vu. Et monsieur. En réalité, ce témoignage, c'était pour répondre un petit peu à la question qui était posée. Est-ce qu'on n'effraie pas les enfants quand on parle de ça? Pas du tout, au contraire. Ils sont d'abord très intéressés. Ils le savent, hein, en général, qu'il y a quand même des choses qui sont qui se passent à côté d'eux. Et faire des exercices, ça n'effraie pas les gens, au contraire. Hein. Donc, on diffuse cette information. J'étais chargé de la remontée de la population par rapport à ces sirènes et par rapport à FR Alert. FR Alert, on n'en a pas parlé encore. C'est un système d'alerte des populations quand on a un événement. On a testé ces systèmes. Donc sur 5 km, ça faisait à peu près 26 000 personnes qui étaient venues. On a eu beaucoup de retours sur les sirènes, plus de 2000 ou 3000 retours sur les sirènes. Je n'ai pas encore les éléments sur FR Alert, mais en tout cas, les gens sont informés. Les exercices sont un moyen de diffuser l'information et de faire poser des questions. Il faut qu'ensuite, évidemment, on puisse répondre. Il faut qu'il y ait des gens qui soient là. Mais c'est des choses qui sont... assez régulièrement faites sur les territoires, que ce soit autour des sites Céveso, mais aussi des sites nucléaires, et les gens sont informés. Après, le problème, c'est évidemment récolter ces questions, faire remonter ces questions et avoir des réponses. Et donc, toute la journée aujourd'hui consiste en ça, c'est qu'il faut bien qu'on ait un dialogue, je veux dire, la communication, c'est ensemble, ce n'est pas que de l'information qu'il faut diffuser, c'est laisser les gens poser des questions et qu'il y ait des gens qui puissent répondre. Le dialogue, c'est dialogue comme communication. Soyons ensemble. C'est pas simplement par des grandes conférences qu'on amènera le public à comprendre les choses. C'est bien parce qu'on va le laisser poser ses propres questions et avoir des propres réponses. Et on va vous prendre au mot. On va faire circuler la parole. Juste avant, monsieur. Bon, alors, allez-y. Et puis, madame, promis, juste après. Je suis complètement d'accord avec monsieur. Alors, moi, je vais présentez-vous. Deux mots sur le PPI qui a eu lieu à Nogent-sur-Seine vendredi dernier. Bon, je m'intéresse un petit peu à ce qui se passe. J'habite à 80 km de Nogent, sous les vents dominants. Bon, par ailleurs, pas mal de gens ici le savent, j'habite à 6700 mètres de la plus grande poubelle nucléaire du monde, donc je connais un petit peu le sujet. Alors, à Nogent-sur-Seine, ce qui m'avait interpellé, c'est que dans l'Est éclair, le journal local, il était écrit, dans le cadre de l'exercice, l'école de Mériot, ils ont choisi une école, Mériot, et j'y suis allé, et il était écrit que les parents ne doivent pas aller chercher les enfants à l'école, les parents ne doivent pas laisser chercher des enfants à l'école, les professeurs sont formés et vont s'en occuper. Alors moi, j'ai voulu aller le vérifier. Je me suis posté devant l'école avec un magnéto. J'ai rencontré 41 papas et mamans, dont 3 salariés de Nogent-sur-Seine, 3 salariés de la centrale, qui m'ont dit « je viens chercher mes gosses ». Voilà. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Parce que ça revient souvent d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme expérience vertueuse pour convaincre les parents C'est pas possible. Vous-même, monsieur, vous diriez, vous laisseriez votre gamine à l'école. C'est bien. Vous irez la chercher comme les autres. Paris. Je sais pas. Madame, vous aviez une question. Oui, Françoise Cobillard de la CLI Panly. J'ai la chance d'habiter dans un PPI, donc je sais un petit peu des choses. Première chose qui m'a un petit peu choquée, c'est que on confond catastrophe naturelle et catastrophe technologique, en particulier nucléaire. Un volcan qui explose, on n'y peut rien.
Tandis qu'une centrale qui explose, on aurait peut-être pu se poser un petit peu des questions et lever le pied sur le nucléaire. C'est possible, c'est humain. Première chose. Deuxième chose, on passe son temps à responsabiliser les individus comme vous et moi. Or, on n'est responsable de rien. Je veux dire, en plus, si c'est après la catastrophe, je veux dire, c'est dérisoire. Bon, troisième chose, je commence à en avoir assez de l'utilisation du mot résilience. C'est bisounours, ça ne marche pas et c'est un moyen pour faire avaler aux citoyens des situations qui sont inacceptables. D'autre part, comme je fais partie de la CLI Palluel-Panly, on a organisé pas mal d'exercices d'évacuation, de simulation, etc. Et la dernière fois, je crois, je parle sous le contrôle du président de la CLI, la seule personne qui a daigné suivre à la lettre les préconisations, c'était un ancien gendarme, je crois. Voilà, sur tout un bassin de population qui, normalement, aurait dû suivre comme un seul homme ou comme une seule femme le processus. On en est là. Bon, pourquoi ? Moi, je crois qu'on est dans le déni total. Une catastrophe nucléaire est tellement effrayante qu'on ne peut pas, humainement, la considérer, la regarder en face. Donc on est dans le déni, d'une part. D'autre part, ça fait une petite 50aine d'années que le lobby nucléaire nous dit et nous répète, il n'y a pas de problème, on assure, on fait tout comme il faut. Ça fait seulement depuis quelques années, depuis M. Chevet, je crois bien, qu'on commence à nous dire qu'une catastrophe nucléaire est possible. Voilà. Donc, et il y a aussi tous les élus, une grande partie des élus, pour qui l'argent est un bâillon très efficace, les électeurs aussi. On est dans une région où il y a beaucoup d'emplois d'EDF, bien évidemment. Donc ces gens-là, ils sont dans un conflit d'intérêts qui est insupportable, qui est peut-être inévitable, mais qui est insupportable. Donc là, je vous donne 2 ou 3 clés comme ça à l'arrache, des raisons qui font que, non, ça ne marche pas. Et étudier une catastrophe seulement après, moi je veux bien, mais si je me mets à la place des Japonais et des gens de Tchernobyl, moi je suis écrabouillée, quoi. Voilà, c'est trop tard. Quand on peut arrêter les causes des catastrophes, on le fait en tant qu'humain, c'est notre responsabilité éthique. Est-ce que vous voulez répondre, Monsieur Clément ? Ça marche ? Oui, bonjour. Oui. Voilà, vous évoquiez tout à l'heure les questions frontalières. Donc, moi, je peux témoigner. Je suis donc membre de la commission locale de Chaux, dans les Ardennes, frontalier avec la Belgique. Le PPI de 20 km, en fait, ça concerne 120 000 Belges pour 30 000 Français. On sort d'un exercice de crise il n'y a pas très longtemps. C'était le 12 et le 13 septembre. L'exclusivité de l'exercice est fait sur le territoire français. L'évacuation d'école, c'est territoire français. Donc, il faudra bien à un moment qu'on constate que nous sommes à la fois une population française en Belgique et que si on organise un exercice de crise, on peut aussi s'occuper de nos amis belges qui sont en nombre beaucoup plus important. Alors, l'autre sujet qui pose question un peu partout dans les commissions locales, c'est lorsqu'on prépare un exercice de crise, lors des briefings avec la préfecture, il y a des éléments de langage systématique qui sont exprimés. Il ne faut pas inquiéter les populations. EDF dit nous avons des équipes formées. D'ailleurs, nos collaborateurs habitent à côté des centrales, etc., etc. Alors quand vous commencez un exercice de crise et que vous expliquez à tous ceux qui peuvent l'entendre qu'il n'y a pas de danger, mais comme on est obligé, c'est tous les 5 ans, à faire un exercice de crise, on craint le jour où il y aura effectivement un exercice. Au passage, ça fait 53 ans qu'il y a une production électronucléaire sur le territoire de Chaux. Et vous voyez, on en est toujours là. Un exercice exclusivement français,
une communication exclusivement française, est-ce que ça va durer encore longtemps? Alors je ne sais pas. Il y a l'ONU, mais il y a aussi l'Union européenne. Il y a aussi des traités transfrontaliers qui incitent l'information et la transparence sur un certain nombre d'installations. Il va falloir des commissaires pour faire appliquer tous ces traités et toutes ces règles. Est-ce qu'on pourrait faire mieux alors en matière de coopération européenne? Alors, toujours. Une chose que j'ai apprise lorsque j'ai rejoint l'OMS, c'est il y a tout un groupe qui travaille sur le monitoring, les mesures, l'évaluation, l'apprentissage. Et ce que j'entends dans les questions, les propos qui sont partagés, c'est que justement il y a peut-être des choses qu'on peut évaluer plus en approfondi pour apprendre comment faire mieux en allant de l'avant. Effectivement, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, alors voilà, notre module 10 est basé là-dessus. On a énormément d'expertise là-dedans qu'on peut aussi partager avec vous, parce que je suis complètement d'accord, ce n'est pas après que c'est pas une réaction. Il faut, comme j'ai dit, c'est un travail en continu qui doit être fait aussi en amont, et l'évaluation commence en amont. L'apprentissage commence ça peut sembler illogique, mais c'est comme ça qu'on l'approche, au moins à l'OMS, pour essayer de trouver des solutions. On n'a pas nécessairement les solutions non plus. Alors, il y a une question. Ah oui, allez-y, Nia Schneider. Oui, ce que je peux évoquer au niveau international, au niveau de l'OCDE, de l'Agence de l'énergie nucléaire, il y a un exercice qui va se passer en début 2024 et qui va impliquer 25 pays, à la fois, il y a pas mal de pays européens, il y a également des Japonais, des Canadiens, des Américains, et donc cet exercice va justement permettre de partager un scénario commun pour discuter la gestion post-accidentelle. Ça ne va pas être uniquement l'urgence, mais ça va être que se passe-t-il un mois après un accident, et donc ça sont des façons de partager, d'engager un dialogue entre les différents acteurs. Il y a d'autres arènes dans lesquelles ça se passe, notamment, je pense, les autorités européennes se retrouvent dans des associations dans lesquelles ces sujets sont évoqués. Alors, on peut certainement regretter qu'il n'y ait pas suffisamment d'exercices conjoints entre les différents pays. Malheureusement, ça ne doit pas être aussi simple que ça à monter pour diverses raisons. Je voulais juste rebondir sur la question de l'approche. Votre micro un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut, parce qu'il y a l'antenne en fait qui est. Là, c'est bon. Non, pardon. Tenez-le, voilà, sur la prise micro. C'est ça. Merci beaucoup. D'accord. Donc, je voulais juste revenir sur la question d'une approche entre le risque naturel et le risque nucléaire. Je partage effectivement votre point de vue. Le risque nucléaire, les conséquences ne sont pas de même nature qu'un risque naturel. D'un autre côté, il y a un intérêt à partager ce qui se passe et la façon dont on gère dans ces deux domaines. Il y a certainement des façons de sensibiliser dans lesquelles on peut profiter d'une sensibilisation commune. Ensuite, j'entends bien, et il est important de bien considérer les spécificités, les responsabilités, les conséquences durables et les perturbations socio-économiques qui peut y avoir dans un cas comme dans l'autre. La dynamique n'est pas la même, et effectivement, le point clé, c'est de ne pas rejeter la responsabilité sur les citoyens. Impliquer les citoyens, impliquer les commissions locales, ça ne doit pas vouloir dire se dégager de ses responsabilités. Alors, on a une question tout au fond de la salle, pardon. Oui, Madame Noé, de la Clique Cadarache, toujours. Moi, je voulais revenir sur les scolaires, s'il vous plaît.
Pour impliquer les scolaires dans les exercices nationaux, c'est très compliqué par rapport aux préfectures. La preuve en est, c'est que dans certaines régions, les préfectures, lors des exercices nationaux, ne veulent pas que l'on implique ni les collèges, ni les écoles primaires, ni les écoles maternelles. Donc après, c'est une question d'élus. Donc nous, personnellement, on oblige les écoles à participer à ces exercices. Mais bon, c'est uniquement en interne. Donc je pense qu'à ce niveau-là, au niveau des préfectures, il faudrait que ce soit un petit peu égal de partout, parce que certains peuvent le faire, d'autres n'ont pas l'aval des préfectures, et la plupart du temps ne sont même pas concertés. On est concerté au début de l'exercice, en nous demandant d'avoir des représentants pour assister à ces exercices, mais on n'est pas concerté jusqu'au bout. Et quand on doit mettre en place, par exemple, le volet post-accidentel, ce volet post-accidentel est souvent zappé, je ne peux pas dire un autre mot, et on n'en tient pas compte. Or, pour nous, les élus, et pour les CLI, et pour l'ANCLI aussi, c'est quelque chose d'important, parce que c'est un volet qui est travaillé régulièrement au sein du CODIRPA, au sein de l'ANCLI, au sein des CLI aussi, et on n'a pas la possibilité de pouvoir le mettre en place, de voir si ce que l'on prévoit ou ce que l'on anticipe auprès des maires est fait correctement ou ne correspond pas du tout à la réalité. Donc je pense que c'est aussi une question très importante à aborder. Et comme disait Madame, les scolaires, ils sont habitués aux exercices, puisque dans les PPMS, plan particulier de mise en sûreté, ils ont obligatoirement des exercices dans les établissements scolaires qui sont suivis par nous, les élus, et où on participe à ces exercices et on les aide à monter leur PPMS. Donc je pense que c'est quand même très important qu'on implique aussi bien les élus que les CLI et que l'ANCLI dans tout ce domaine. C'était juste pour préciser ce genre de choses. Je vous remercie. Qui veut répondre deux ou trois? Pas de... Très bien. Alors, je crois qu'il y avait encore une question là aussi, et puis juste après. Bon, vous avez le micro, allez-y. Merci, bonjour à tous. Aurélie Contre-Civile, sous-préfète de Nogent-sur-Seine. Je me permets de répondre à cette intervention et à celle de monsieur tout à l'heure. Nous avons vécu 2 jours d'exercice les 23 et 24 novembre dernier à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Et nous avons effectivement choisi, avec nos partenaires, de tester en particulier et de mettre sous condition les élèves avec les PPMS qui ont été activés la première journée d'exercice, et puis l'évacuation d'une classe qui a effectivement été jouée avec l'école du Mériot le lendemain. Je comprends tout à fait les inquiétudes qui sont relayées par rapport aux consignes qui sont données aux parents de ne pas venir chercher leurs enfants à l'école, mais ce sont effectivement les consignes, puisqu'il y a d'abord une phase de mise à l'abri. Donc ces consignes, elles ont vocation à la fois à protéger les enfants et les parents dans cette première phase de mise à l'abri, et nous avons même effectivement poussé l'exercice jusqu'à jouer à l'occasion de cette évacuation de classe un faux parent qui venait effectivement chercher son enfant malgré les consignes pour pouvoir justement tester la réactivité, le positionnement des personnels de l'éducation nationale. Je me réjouis que cet exercice ait très bien fonctionné de ce point de vue-là, malgré effectivement les tracts qui avaient été distribués pour dissuader les parents de faire jouer leurs enfants lors de cet exercice. Et puis je tiens également à souligner que nous avons ensuite emmené les enfants sur une cellule de détection et de décontamination, et ils ont passé un moment privilégié avec un colonel du SDIS et avec l'IRSN qui de manière très pédagogique leur a expliqué la radioactivité et la radioprotection. Merci. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y avait une question par là, juste après monsieur. Oui, Jacques Terraché de la CLI de Civaux. Comment développer la culture du risque? Il faut déjà constater que depuis 40 ans, on a développé la culture du non-risque. Donc, il faut, la bonne réponse et la manière la plus générale, c'est informer. Il faut que les gens comprennent pourquoi ils ne doivent pas aller à l'école chercher les enfants. Si on est en phase
de confinement, il ne faut pas mettre le nez dehors. Pourquoi ? Il faut leur apprendre. Les gens ne le savent pas. À quel point l'air, il est dangereux de le respirer dehors. Non, je me trompe ? Non, non. Je voudrais citer un autre cas, celui de l'application du plan Orsec-Iode, qui s'applique à toute la France, pas seulement dans les PPI. Quel est le Français qui sait où il doit se rendre pour aller chercher ses comprimés d'iode ? Chaque fois que j'en ai parlé dans les municipalités, on me dit on ne peut pas dire ça aux gens, ça va leur faire peur. Voilà, le problème, il est là. Il faut informer. S'il y a des risques, il faut en parler et il faut informer les gens. C'est bien aujourd'hui de commencer à en parler. Il faut continuer. Terminé. Merci, monsieur. Une question ou une réaction premier rang ? Oui, merci. Yves Ogdet, du ministère de l'Intérieur, Direction générale de la sécurité civile, gestion des crises. Je me permettais de réagir sur quelques éléments d'intervention. Peut-être dire en premier lieu qu'en 2021, il y a une instruction triennale qui a été signée par le ministre demandant au préfet de mettre en place un certain nombre d'exercices, dont les exercices radiologiques nucléaires, et pour lequel on leur demande de faire jouer la population, que c'est la population des élus qui doivent activer leur plan communaux de sauvegarde, que ce soit la population scolaire qu'on a pu évoquer, mais également la population en général, au sein des entreprises, au sein des centres commerciaux, donc tout autant d'éléments qui sont de nature à pouvoir sensibiliser, acculturer et faire en sorte que dès lors qu'il y aura une alerte des populations, eh bien, la population puisse être réactive. Donc ça, c'est un élément qui est central. Il faut sensibiliser, acculturer la population, et c'est dans ce cadre-là que le gouvernement a adopté en juillet 2023, tout récemment, une journée nationale de la résilience. Alors certes, le mot valise résilience peut hériter, mais l'enjeu, c'est bien d'acculturer, former, sensibiliser l'ensemble des populations présentes sur le territoire aux risques naturels comme aux risques technologiques ou nucléaires. Et donc, nous invitons l'ensemble des porteurs de projets, que ce soit des collectivités locales, des associations, des services de l'État, des entreprises, même des particuliers peuvent se mobiliser pour mettre en œuvre des actions de sensibilisation au plus proche des risques présents sur les territoires de notre territoire, que ce soit le territoire national, aujourd'hui, métropole, ou ultramarin. Et donc, cette journée à un point d'orgue, c'est le 13 octobre. L'association DECLI s'est mobilisée en 2022 et en 2023 pour mettre en place des actions. Et je remercie le président de l'ensemble des DECLI qui ont été mobilisés à cet effet. Et donc, nous avons à poursuivre nos efforts collectifs pour faire en sorte qu'au regard du risque nucléaire, nous ayons des actions de sensibilisation auprès de ces populations. Et on sait bien que celles qui vivent au sein des PPI, elles vivent du nucléaire. Les sous-traitants, les prestataires, l'ensemble de ces personnes vivent au sein des PPI, enfin des plans particuliers d'intervention. Donc on sait bien que cette population, elle est consciente du risque, mais toujours ne traduit pas en fait l'ensemble des comportements adoptés en cas de crise réelle. Donc on a besoin d'acculturation globale et qui nous est essentielle. Un dernier mot sur la partie transfrontalière. J'évoquais j'entendais le cas de l'exercice qui ne faisait jouer que des Français. Effectivement, le plan particulier d'intervention que conduit le préfet localement compétent doit travailler avec son homologue, ou en tout cas le pays tiers. C'est prévu dans le code de la sécurité intérieure. Et donc, il y a des dispositions spécifiques qui doivent être prévues dans le cadre du PPI pour ces particularités. Donc, il nous faut localement faire en sorte que les scénarios d'exercice puissent permettre de faire jouer les acteurs des pays voisins pour faire en sorte que les actions puissent être collégialement mises en place. Donc c'est un enjeu qui nous est collectif. Et effectivement, on a plus de facilité à jouer entre Français parce que le préfet il est compétent sur son territoire, mais pas sur le territoire limitrophe. Il nous faut accentuer nos efforts pour aller voir les voisins et travailler ensemble, parce que mieux on se connaît, mieux on sera préparé et mieux on pourra préparer la population aux événements majeurs. Merci monsieur pour votre intervention. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir éclairé avec vos regards et vos différentes expérimentations. Je vous laisse repartir. J'accueille